Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'amener dans mon podcast aujourd'hui un entrepreneur affirmé dans la diaspora gabonaise qui est notamment spécialisé en tout ce qui concerne immobilier en fait. C'est un créateur de contenu déjà assez percutant, mais là, il s'est aussi lancé également dans la gestion immobilière et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, il va nous partager son parcours. Donc sans plus tarder, bonsoir Kizo Yoko. Comment tu vas, mon frère? Zoyoko. Ouais, je vais super bien et toi-même. Ça va, ça va, ça va. Tu sais que ton nom là, c'est un nom fort, ça ressemble à un nom asiatique, man. Exactement, j'ai même quelques anecdotes avec ça. En fait, ici en France, il y avait une loi qui était sortie selon laquelle, en fait, lorsqu'on envoyait des CV, on ne mettait plus les photos pour éviter les discriminations, etc. Et à Uh-huh. chaque fois que j'envoyais des CV et à chaque fois que je me déplaçais, les gens me disaient, mais oh non, peut-être que c'était un Chinois, Kizoyoko. Quand j'arrive comme ça, ils voyaient un bon négro, bien noir de peau. Voilà quoi. Après, bon, après tu fais le taf et puis normalement tout va bien quoi. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Parce que, effectivement, Kizoyoko, ça fait pas trop gabonais, mais je vous rassure, c'est gabonais, c'est Nzébi, c'est du nord, du sud autant pour moi, de l'Ebamba plus précisément. Wow, excellent, excellent, excellent. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir aujourd'hui? Qui est Kizo Yoko? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, tu as dit Alors, tu es Nzebi, voilà, mais essaie un peu de nous parler de toi. C'est-à-dire, les gens qui vont te découvrir aujourd'hui, qui est Kizo Yoko? ouais. Alors, Kizoyoko, j'ai du mal à me définir parce que je suis un peu comme un couteau suisse. C'est-à-dire que je suis réalisateur de clips vidéo, je suis producteur de clips vidéo et de films. Je Mhm, suis également entrepreneur, nouvelle vente et investisseur immobilier et en bourse. Photographe aussi à un moment donné. uh-huh. Et voilà quoi. En gros, je suis un couteau suisse. Je touche un peu à tout quoi. Et écrivain, t'as vu, j'avais même oublié ça. J'ai sorti un livre l'année dernière. Donc voilà, c'est un peu ça. Je touche Ok, un peu à tout quoi. très bien, très bien, très bien. Alors, tu nous dis là au début, c'est que tu es tu es réalisateur de clips vidéo. Est-ce que tu peux un peu nous Ouais. parler de ton aventure dans ça? Comment est-ce que tu débarques dans ça? Qu'est-ce qui te fait rentrer dans ça? Comment ça se Alors, bon. passe? En fait, en gros, si tu veux, ça part d'abord de la base d'une passion que j'ai depuis l'enfance. Mhm, C'est-à-dire que j'aime bien les paysages, j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir d'autres cultures, d'autres manières de penser, etc. Bon, déjà, voyager en tant qu'enfant, c'était plus avec mes parents. Et après, en tant qu'adulte, quand j'ai pris mon indépendance, tout ça, j'ai mhm, toujours voyagé, j'adore ça, tu vois. ouais. Et à côté de ça, j'ai fait des études de BTS communication. Et Mhm, en fait, dans mon parcours de BTS communication, il y avait un cours que j'aimais bien qu'on appelait PAO. C'était production assistée sur ordinateur. En fait, ça permettait aux gens enfin aux élèves de créer des publicités, etc. Donc, en fait, ce que j'aimais bien avec ça, c'est que tu partais d'une idée abstraite et finalement, tu l'as matérialisée en faisant des publicités, du visuel finalement, tu vois. mhm, Et suite à cela, bon, voilà, ça m'a vraiment intéressé et tout. Et à côté de ça, j'ai commencé tout bêtement à la cité universitaire quand j'étais étudiant. J'ai acheté une caméra, j'ai commencé à faire des photos et je faisais des petites retouches, tout ça. D'abord, des photos de paysages, après des photos de potes qui voulaient des petites photos pour le Facebook, etc. mhm, Après, des nanas de la cité universitaire, etc. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me perfectionner. Après la photo, ben, je suis passé à la vidéo et comme j'ai dit tout à l'heure, photo des amis. Et donc là, c'était vidéo des amis, machin, tout ça à la cité. Et après, petit à petit, j'ai commencé à avoir de l'expérience. Et au début, comme je te dis, c'était vraiment juste pour passer du temps. Et après, j'ai commencé à réaliser des clips vidéo pour les amis de la cité qui aimaient bien faire le rap et tout ça. Donc, j'ai réalisé leurs clips. Et puis, petit à petit, mon nom a commencé à prendre. J'ai commencé à avoir plus de connexions avec des artistes confirmés de Montpellier, etc. Et du coup, j'ai commencé à avoir un carnet d'adresses dans le domaine. On commençait à m'inviter en radio, etc. Je commençais à avoir vraiment une certaine renommée. Hein, mais à la base, comme je t'ai dit, c'était juste une passion comme ça, sans forcément chercher un but financier, tout ça derrière. mhm. Et puis, j'ai commencé à me faire payer tout ça. Et après, je me suis rendu compte que les choses commençaient à être très, très sérieuses. Je me suis structuré en association d'abord, puisqu'en fait, financièrement, je n'avais pas forcément le moyen de créer une société et des charges, etc. Donc, je me suis mis en association. J'ai Mhm. organisé un événement sur Montpellier qui a réuni la plupart des artistes confirmés de Montpellier. Et voilà, mon carnet d'adresse a commencé à tourner. Et après, finalement, j'ai rencontré aussi le groupe du coup Mauvaise Haleine.
j'ai produit pas mal de produits et réalisé des clips également pour eux, avec Ecomi, machin, tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans le milieu de la réalisation de clips vidéo. Suite à cela, toujours dans cette même logique, Mhm. parce que moi, je suis quand même un artiste engagé, c'est-à-dire qu'à la base, même quand je faisais les photos, c'était pas juste des photos de paysage, tout ça. Enfin, à la base, je faisais des photos de paysage, et après, j'ai commencé à intégrer dans ma photographie certains thèmes. C'est-à-dire que j'ai abordé des thèmes sur le thème, j'ai oublié, sur l'esclavage moderne. J'ai fait des expositions aussi, mais vraiment des expositions bien faites, bien élaborées, etc. J'ai fait des expositions auprès de l'Université des Lettres de Montpellier, qui a fait venir euh, 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 pas mal d'associations et tout ça, qui a réuni du monde parce que j'avais un message fort à passer par l'entremise de la photographie. J'ai également fait un projet PAC, c'est-à-dire qui réunissait de la photographie et un mini court-métrage où je traitais le sujet du crime rituel. Parce que tu sais, le sujet du crime rituel, à un moment donné, ça savait le vent beaucoup au niveau du Ouais. Gabon, avant les élections présidentielles, etc. Donc, je me suis un peu intéressé au sujet. J'en ai fait, enfin, quand j'ai dit j'en ai fait, je ne veux pas dire que je m'attribue tout le succès, que je ne suis pas derrière, qu'il y a une équipe avec laquelle j'ai travaillé par Mhm. rapport à ça. Donc, on a fait une exposition photographique. On a réalisé également un court métrage qui est d'ailleurs disponible sur YouTube sur le thème, etc. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine de la vidéo. Donc, à la base, ça partait d'une passion et après, ça s'est professionnalisé. Comme je t'ai dit, une association et ensuite, j'ai monté une entreprise dans le domaine de la création d'outils de communication. Donc, on faisait les affiches, les flyers, etc. pour les entreprises, publicité vidéo, etc. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, passion à la base et après, on s'est professionnalisé. En étant d'abord autodidacte, puisqu'en fait, Mhm. à la base, pas trop, puisque j'étais étudiant en communication, donc j'avais quelques petits prémices dans la réalisation de flyers. Yeah. Ensuite, je suis passé, j'ai peaufiné le truc en mode autodidacte, achat de l'appareil, j'ai travaillé sur les logiciels de PAO, etc. Et puis voilà, quoi. Et c'est comme ça que je me suis professionnalisé finalement. Ok, ok, très bien, excellent. Alors, Ouais. on va un peu essayer de faire un back-up par rapport à ton enfant. Alors, tu grandis dans quel environnement, Kizo? Tu grandis où? Tu es dans quel environnement? Des frères et des sœurs? Comment ça se passe ton enfance pour toi? Alors je grandis, on va dire, dans plusieurs avions. Parce qu'en fait, mon père fut dans un domaine qui l'emmena à voyager énormément. Mhm. Et en fait, en gros, si tu veux, par rapport à ces voyages, moi, je suis né au Gabon. Et à 3 ans, on est parti en Égypte, du coup. Donc, j'ai fréquenté l'école française très tôt. Mhm. Donc, en Égypte, après, on est revenu au Gabon. Après, on est reparti au Congo, toujours dans le cadre du boulot de mon père. C'est pour ça, comme je te disais à la base, j'aime bien les voyages parce qu'avec mon père, on voyageait déjà. Donc, je découvrais Yeah. d'autres milieux, etc. Mhm. Et après, on est rentré au Gabon. Ensuite, la vie a fait que finalement, il a perdu son boulot. Et quand il a perdu son boulot, ben, on est resté au Gabon et il y a eu un basculement total dans ma vie, dans le sens où, enfin, dans ma vie et celle de ma famille, bien évidemment, dans le sens où on est passé de vie très, très aisée à vie, je ne dirais pas pauvre, mais vraiment classe moyenne, gabonaise, école publique, etc., quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai grandi dans ces deux environnements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas du tout impressionné par ceux qui ont beaucoup d'argent et je suis pas également impressionné par la pauvreté parce que j'ai connu le deux finalement. Tu me mets dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, patati patata, je connais bien, je suis à l'aise dans ça. Tu me mets dans un milieu où il n'y a pas d'argent, etc., que c'est un peu compliqué de boucler les fins du mois, ben voilà quoi, je serai toujours à l'aise dans ce milieu. Donc finalement, c'est un petit peu ça. Comment te dire? Donc après la diplomation, on est rentré au Gabon. J'ai fréquenté l'école publique de Damas 2, où je suis rentré au CE2, c'est ça, ouais, c'est ça, CE2. Après, j'ai fait mon CM1, CM2, Mhm. j'ai fait mes classes, sixième, etc. Et puis voilà, c'était un peu ça mon enfance. Après, voilà, dans le quartier, on m'appelait avec mon frère les petits blancs parce qu'en fait, quand on est revenu du, de la diplomatie, on gorgeait un petit peu. Donc, c'est comme ça que les amis nous
nous appelait et tout. Comme je te dis, on a fréquenté beaucoup d'écoles françaises. Ouais. Et après, voilà, on est parti à l'école publique, donc basculement avec les professeurs qui te frappaient avec le détendeur, etc. Donc, c'était clairement une autre vie. Mais bon, on a bien aimé ça. Moi, particulièrement, j'ai aimé ça et puis c'est ce qui a forgé mon caractère aujourd'hui, quoi. Ouais. Le quartier, les amis, on s'embête, on se gasse, on me dit communément au Gabon. Voilà, donc j'ai grandi dans ce milieu. Donc, je connais très bien ce que c'est. Et ensuite, j'ai fait mes classes en lycée, terminale, j'ai eu mon bac et après, je me suis envolé Tu as passé, Hein, comment? tu as fait la terminale où? Alors, la terminale, je l'ai faite. Déjà, j'ai redoublé. La terminale, ma première terminale, On a je tous, l'ai faite. on a tous. Oui, oui, Et- mais ma première terminale, je l'ai faite dans un complexe scolaire qu'on appelait de la Joie. Ah ouais, ouais. À la descente de London. Je ne parle pas de l'Angleterre et au Gabon, on connaît Baraka. À la descente de London, il y avait un Yeah. complexe scolaire. Bon, déjà, je vais déjà d'abord te repréciser un peu les choses. En fait, en gros, j'ai quand je suis en sixième, Mhm. je vais directement au lycée Nzeng. C'est ça, ouais, c'est le lycée Nzeng, non? Attends. Non, non, je n'étais pas au lycée Nzeng. J'étais d'abord dans un complexe scolaire euh, pas loin de la maison, à Ozongué, qui s'appelait Dominique Savio. Voilà, Dominique Ah, Savio. ok, Un ouais. petit school et tout machin. Parce Yeah. que ma mère, vu que, comme je t'ai dit, elle était proche de nous, qu'on était en diplomatie, donc elle voulait pas trop qu'on aille super loin, donc on n'était pas loin de la maison, Yeah. à Dominique Savio. Après Dominique Savio, je suis rentré en troisième directement en Zeng. Et donc là, c'était carrément bascule totale. C'était autre chose. C'était les professeurs qui venaient une fois sur deux. Aïe. C'était ouais, pas du tout de suivi. Yeah. Compliqué. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas du tout suivi. Ce qui fait que quand j'étais en seconde, je me rappellerai bien, toujours ce jour-là, ma mère était venue récupérer mon bulletin. Premier trimestre, j'avais eu peut-être 6 de moyenne comme ça. Deuxième trimestre, j'avais eu 4. Le troisième trimestre, elle n'est même pas venue récupérer mon bulletin. La honte. Donc voilà, c'était compliqué. Ensuite, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, mais attends, c'est quoi? Tu es bête ou bien c'est comment? Je dis, non, c'est pas que. C'est qu'en fait, il n'y a pas de suivi. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on aborde vraiment parce que là, on parle de ça en rigolant, etc. Mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que Ouais. vous êtes dans la classe, vous êtes à 70, vous êtes à 3 sur un table-banc, les Ouais. professeurs arrivent une fois sur deux, ils arrivent, ils vous font comment on appelle encore ça, quand on te prévient pas qu'il y aura un devoir là, on appelle ça quoi, interro, hein, c'est ça? Ouais, ouais, Ils te interrogation. font des, ils te font des interros, on ne suit pas trop, on comprend pas trop, ils arrivent, celui qui a zéro, il a zéro. À Ouais. côté de ça, il y a des nanas qui ne travaillent même pas, mais qui couchent avec le professeur, qui ont 13, 14 de moyenne. Donc Ouais. ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Et Exact. moi, j'ai été balancé dans tout ça comme ça, je ne comprenais rien, tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, justement, quand ma mère, après, m'a mis dans une école privée, donc notamment le complexe scolaire de la Joie, etc., en seconde, d'ailleurs, le premier trimestre, j'ai eu 13. Deuxième trimestre, j'ai eu 13. Et le troisième trimestre, j'ai eu 14. Parce qu'il y a un suivi derrière. Ouais. Donc, finalement, je n'étais pas si bête que ça. Yeah. Mais Yeah. tu te rends compte, tu mets un enfant dans ce genre de conditions, en zen, mais s'il n'a pas le mental et tout ça, il Ouais. peut se dire qu'il est bête. Il peut Mais commencer bien, à se poser des questions sur sa propre condition, son propre mindset, sur sa propre réflexion, sur ouais, sa capacité à étudier, etc. Alors qu'en gros, c'est même pas lui, c'est juste qu'il est dans des conditions qui font qu'il n'arrive pas à se développer. Tu vois ce que je veux dire? c'est-à-dire, c'est comme si tu essayais Oui. de demander à un poisson de monter sur un arbre. Tu vois? Voilà. C'est Voilà. ça. Il ne C'est va, ça. c'est-à-dire, il aura l'impression qu'il ne peut pas, mais alors que ce n'est pas son environnement C'est pas naturel. son environnement, c'est pas son environnement naturel, il n'est Et pas je suivi, pense que etc. malheureusement, c'est dans ça en fait on est versé au niveau de l'éducation à Libreville. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qu'on considère qui sont parfois bêtes, alors qu'en vérité, c'est pas que les gens, Ouais. c'est juste que l'environnement. Et je pense que ta mère avait déjà décelé ça, c'est-à-dire que elle a su déceler que non, l'enfant il a un potentiel, mais c'est juste que il n'est pas dans le bon environnement en fait. Et je pense que Voilà. beaucoup encore sont dans ça et je pense que c'est vraiment véritablement un problème on doit essayer de véritablement mettre davantage sur la table. Alors, quand même, Ouais.
quand tu rentres de l'étranger, c'est-à-dire que Oui, toi, tu as l'impression qu'en grandissant, tu es un peu considéré comme un étranger avec ton frère. Parce que, comme tu disais, c'est-à-dire que quand vous rentrez au pays, votre façon de parler déjà m'avait changé. Et je pense que souvent, on a souvent ça. C'est-à-dire que nous qui allons à l'étranger, quand on revient, par exemple, c'est comme si pour les frères avec lesquels on a grandi avec, c'est comme si on est devenu des étrangers pour eux, en fait. C'est-à-dire que ouais. leur rapport avec nous, c'est un peu différent. Est-ce que tu as connu ça aussi avec ton frère à un moment donné? Bon, en fait, en gros, le truc, c'est quoi? C'est que, comme je te disais, moi, je suis né au Gabon et après, très vite, on est parti à l'étranger, etc. Donc, ça veut dire que je n'avais pas forcément déjà une vie avant de repartir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si, en fait, j'ai vécu là-bas jusqu'à 10 ans, admettons, ou bien peut-être 15 ans, et je suis parti et je suis revenu voir mes anciens amis, et genre, j'avais changé, et eux, ils me voyaient comme un étranger. Non, c'est pas ça. C'est que moi, quand j'ai eu 3 ans, tout de suite, on est parti à l'étranger, et quand on est revenu au Gabon, d'accord? Quand on est revenu au Gabon, j'avais genre quoi? J'avais genre. La première fois qu'on est revenu au Gabon, j'avais genre quoi? Genre 7 ans. Ah, C'était ok. les amis du quartier. On est resté peut-être un an. Après, on est reparti encore à l'étranger. Et on est revenu définitivement. J'avais quoi? J'avais genre dans les 14 ans, etc. Donc, mes potes de 7 ans, que j'avais 7 ans, je les ai revus, ils avaient grandi. Moi, entre-temps, Ouais. j'avais connu d'autres potes aussi à l'étranger. Et finalement, bon, voilà, on s'est revus dans le quartier et tout. Et oui, effectivement, bon, au-delà du fait que oui, on parlait un petit peu en bourgeois, etc., parce qu'on était dans les écoles françaises et tout ça, euh, honnêtement, j'ai pas souffert de ça. Je suis revenu, j'ai vu les frangins, on était là. Et effectivement, c'est vrai que des fois, même dans les expressions, la dose, j'ai appris ça, les trucs, machin, la bagarre à 17h. C'est Mhm. des trucs que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert. Ouais. Et ça m'a pas paru, gars, c'est le quartier, on est ensemble. Ouais. C'est Donc ça. voilà quoi. Ouais, Yeah. Alors, maintenant, quand tu arrives, après ton bac, quand tu arrives en France, comment, ouais, comment se passe ton adaptation? C'est-à-dire que tu arrives comme ça, franchement, tu as eu le bac, tu rentres, ouais. tu décides d'aller en France pour poursuivre tes études. Comment se fait l'arrivée là-bas, l'adaptation, la vie en général là-bas? Comment tu t'adaptes? Alors en fait, en gros, si tu veux, moi quand j'arrive en France, déjà, j'arrive en France chez une grande sœur à moi. Mhm. Pas une grande sœur de sang, hein, une grande sœur du quartier, une grande sœur, tu sais, comme on dit généralement dans la vie, des Ouais. fois, je vois. les personnes qui sont même pas de ta famille, de sang et tout, ce sont même des personnes là qui sont disposées Yeah. à t'aider même dans ta vie. Donc Mhm. voilà, c'est une sœur, donc j'arrive chez elle, elle est dans des conditions où elle a une cité universitaire, tu vois, les cités universitaires de 9 mètres carrés, là, petite Ouais. chambre de 9 mètres carrés, même accueil là-bas Ah, dans ce genre de condo. Non, ouais. même pas ça. Non, non, elle habitait avec son compagnon Mhm. dans un appartement. En fait, elle avait sa chambre en cité universitaire et elle habitait aussi avec son compagnon, donc chez son compagnon. Et moi, Mhm. je dormais dans sa chambre de Ok. cité universitaire. Et donc, j'ai fait un an là-bas. Euh, voilà, donc, voilà, c'est ça, j'ai fait un an là-bas. Je suis rentré directement en BTS. Et après, en BTS, donc c'est 2 ans. Après, j'ai eu la bourse gabonaise, puisque malgré ça, on a quand même envoyé mon dossier au Gabon, puisque j'avais quand même de bonnes notes. Donc, j'ai eu la bourse gabonaise. Et Mhm. ensuite, c'est comme ça que j'ai continué. Mais bon, après l'adaptation sur place, oui, tu arrives, tout est différent. C'est compliqué. Financièrement, il faut avoir le gain. Parce que le truc, c'est que moi, quand je suis arrivé la première année, je n'étais pas boursier. Donc, Ouais. il a fallu que je trouve un petit boulot à gauche, à droite pour travailler, enfin, pour avoir un peu d'argent pour vivre, tout simplement. Mais entre-temps, comme j'étais en école de commerce, je partais à 8 heures à l'école et je finissais à 18 heures. Donc, après le school, il fallait aller travailler pour faire rentrer de l'argent et le lendemain, je repartais à l'école. Ce qui fait que je n'étudiais même pas vraiment, tu vois. Et Ouais. les personnes avec lesquelles j'étais dans cette école, c'était quand même des personnes qui avaient le soutien de leurs parents. Les Français, là, tu sais, ils avaient le soutien de leurs parents. Ils étaient bien, ils mangeaient bien, ils dormaient bien, ils avaient même leur voiture. Ouais. Donc, eux, quand ils rentraient à la maison, eux, ils travaillaient. Ils ne se souciaient pas de, de payer leur appartement, leur maison, etc. Donc voilà, donc j'étais en fait dans un monde où on n'était pas du tout dans la même enseigne. C'est-à-dire que Bien moi, sûr. j'étais dans un combattant et eux, ils avaient déjà une vie aisée. Mais bon, nous sommes des combattants dans l'âme. Comme je te dis, on vient de Zangué, comme je te dis, on est venu de l'étranger, on est rentré, mais on a fait l'école du combat, du charbon, du fala.
Donc, on est arrivé là-bas avec la détermination. Euh, Peu importe, de toute façon, peu importe l'endroit où tu te trouves, hein, quand tu es un Palaman, tu es un Palaman. C'est ça. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est dans ces conditions que j'ai fait mon petit chemin en France, quoi. Je ne sais pas si j'ai été clair Tout à dans fait. mes explications. N'hésite pas à me poser toutes les questions, hein. Je Tout suis à là fait. pour. Non, c'est une Voilà. conversation. Soit, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, Mm. maintenant, tu rappelles beaucoup que tu es de Zangué. Parce que moi, je suis là, à Dakar, tu vois, Ok, Sogato. c'est à côté. C'est la Alors, même zone. c'est Mm. ça. Alors, quand tu arrives en France, c'est-à-dire quand tu commences à travailler dans tes différents projets en qualité, dans le domaine de la réalisation, tu as souligné un point important, là où Oui. un des projets les plus intéressants, au début que tu as commencé à travailler, c'était des projets sur, par exemple, l'esclavage et sur, par Mhm. exemple, aussi les crimes rituels. Pourquoi ces sujets pointus-là ont nécessairement attiré ton attention? Pourquoi ce sujet a naturellement attiré mon attention? Parce que je pense qu'en tant que Gabonais, on a tous été attirés par ce genre de sujet, notamment le crime rituel à l'approche des élections, où on retrouve des enfants morts avec des parties de leur corps arrachées, les yeux, le nez, la langue, etc. Patati patata. Oui, bien sûr que ce sont des sujets qui choquent. Et nous, comme nous sommes à l'étranger, déjà au Gabon, c'est compliqué d'en parler parce qu'à l'époque de l'ancien président, c'était compliqué de venir sur la place publique en parler de ce sujet, etc. Nous qui étions à l'étranger, on avait quand même cette possibilité-là de parler sur les réseaux sociaux. Et Mhm, comme on dit généralement, un artiste ne peut qu'utiliser ce qu'il sait faire pour transmettre un message. Donc moi, notamment, c'était la photographie, la vidéo, etc. Donc c'est pour ça que j'ai passé ce message par l'entremise de ce que je savais déjà faire. Donc naturellement, ce sont des sujets qui me touchent, qui ont touché tous les Gabonais. Et c'était naturel de faire ça, quoi, tu vois, d'apporter ma pierre à l'édifice et aussi d'en parler autour de moi finalement, puisque nous on a à l'étranger, on a la chance d'être à l'étranger, mhm. on a l'avantage, on va dire, d'être à l'étranger, c'est-à-dire qu'on peut toucher d'autres communautés, que déjà les Français de base qui sont là, mais également les autres communautés, leur parler, leur dire que écoutez, dans mon pays, voilà ce qui se passe, etc. Donc voilà, c'était un peu ma pierre à l'édifice, voilà pourquoi j'ai été un peu sensibilisé par ce sujet. Après, maintenant, le sujet de l'esclavage, c'est quelque chose, en tant que noir, hein, tu sais, en tant que noir, euh, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Donc, c'est pour ça que j'ai abordé ce sujet. Mais en fait, moi, j'avais abordé le sujet comme esclavage moderne. En fait, esclavage moderne. Et là, en gros, pour préciser les choses, je parlais un peu des dirigeants africains qui étaient un peu des esclaves modernes, des colons qui continuent à Ouais. les mettre à la tête des pays comme des petits valets, des petits pantins, etc. Et donc, je ne sais pas si on peut parler de politique dans ton live, mais bon, les gens me comprendront. Donc, Mhm. c'était un ras-le-bol. J'en ai fait une exposition photographique. Et puis voilà, tout simplement. Ce sont des sujets qui touchent un peu tous les Africains, hein, finalement. Tout à fait. Ou des personnes qui ne sont pas africaines. Mais voilà, c'est des sujets qui sont. Voilà. Ouais. J'ai Tout utilisé mon art, en tout cas, pour véhiculer ce message. tout à fait. Et c'est tout à ton honneur parce qu'en vérité, Voilà. un artiste, en vérité, il ne peut utiliser que ses armes pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est que, Voilà. voilà, c'était C'est très un bien. peu ça. Ouais. Mm. Alors, maintenant, tu nous as dit en aval que tu as aussi également fait des réalisations. Par exemple, tu fais beaucoup également dans les clips vidéo, par exemple. Et enfin, j'aurais appris, parce que oui, c'est bien que tu nous confirmes ça, parce que j'aurais appris que tu as travaillé, par exemple, particulièrement avec Mauvaise Haleine. C'est-à-dire, alors, Voilà. la collaboration entre vous, la rencontre entre vous, qui fait en sorte que ce groupe aussi mythique du Gabon commence à te confier leurs clips, en fait. Comment se fait Voilà. la Ben, connexion? en fait, comme je te disais, moi, j'étais sur. Ah non, quand j'ai commencé avec Mauvaise Haleine, j'étais déjà à Bordeaux, j'étais plus à Montpellier. Mais en fait, en gros, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à faire des vidéos, les photos et tout machin, ben, les expositions photographiques et tout machin, tout ça, j'ai commencé à avoir un nom. J'ai commencé à avoir un nom, notamment au niveau du Gabon, mais également ici dans la diaspora. Mhm, Voilà, donc c'est naturel qu'à un moment donné, quand tu commences à avoir un nom, que les choses tournent et tout, machin, tout ça, patati patata, ça commence à parler, etc. C'est comme ça que j'ai connecté avec Ecomi. Alors, j'ai connecté avec Economy, c'était dans quelles circonstances? En fait, il était venu à Bordeaux pour un concert. Moi, mhm, j'étais déjà à Bordeaux, j'étais plus à Montpellier, il était venu à Bordeaux pour un concert et c'était un ami qui avait organisé l'événement. Et en fait, avant le concert, j'étais allé chez mon ami parce que les artistes étaient là-bas. Et donc, du coup, je suis allé et c'est là où j'ai rencontré Ecomi.
Il m'a dit, ah ouais, comment vas-tu et tout, c'est cool et tout, je suis un peu ce que tu fais, franchement, c'est top et tout, machin. Donc, du coup, je lui ai montré un peu certains projets que j'avais en interne et tout. Après, il m'a dit, bah, écoute, après le show, si tu veux, le lendemain, on se capte, on essaie de voir dans quelle mesure faire un truc. Donc, du coup, moi, je suis allé, on a fait un shooting photo Mhm. d'abord. Il a aimé, tout ça. Après, il m'a proposé si j'étais chaud pour faire un clip et tout, machin, tout ça. J'ai dit naturellement oui, puisque moi, je suis passionné. Et puis deux, je suis quand même un fan de base aussi du groupe Mauvaise Haleine, un peu comme tous les jeunes, on a connu une chose du pays et tout, machin, tout Ouais. ça. Donc, je me suis dit, bon, naturellement, c'était une opportunité aussi pour moi de collaborer avec ce groupe mythique. Et c'est comme ça qu'on a collaboré. On a commencé à collaborer sur un premier son. Le titre, c'était Olema. Et après, naturellement, vu que le projet était intéressant, ça s'est bien passé, la collaboration était bonne. On a enchaîné pas mal de clips. Après, il a fait un album, la théorie des harpes, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il a fait un album, la théorie des harpes. Et puis moi, j'ai suivi tous les clips de, issus, en tout cas, de cet album. On a fait Ok, pratiquement ok. Ah, c'est vrai. 3 clips Là, où le comme, où comme ça. j'ai assuré, Voilà. j'ai assuré la direction c'est artistique parce que en fait si tu veux à la base je suis réalisateur mais je suis également producteur et je suis Mhm. directeur artistique donc sur tout l'album l'album la théorie de la art Mhm. moi j'ai géré toute la direction artistique réalisation des clips aussi Waouh. voilà donc tout ce que vous voyez dans les clips et tout machin c'est réalisation c'est Kizo Yoko qui a réalisé et la direction artistique en collaboration bien évidemment avec les communaux mais la direction artistique c'est moi qui l'ai fait. Waouh. Excellent, excellent. Très bon Voilà. projet, hein. Très, très bon projet. Waouh. Je ne savais pas. Très, Mm. très bon projet, man. Ouais. Félicitations. Le Waouh. clip sur la plage, je l'ai pas perdu. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, oui, Ouais. c'est une très belle Mm. vidéo, très beau paysage. Ouais. Ouais, ouais. Waouh. Très bien, très bien. Beau jeu. Donc Alors, voilà quoi. Mhm. maintenant, bien évidemment, ta carrière va évoluer. C'est-à-dire, tu ne vas pas te limiter à la réalisation des clips vidéo et tout Les ce qui clips. va avec. À un moment donné, tu vas t'intéresser Mhm. aussi en tout ce qui concerne l'immobilier. C'est-à-dire, Ouais. tu vas partir du principe que alors, l'immobilier est important. Alors, pourquoi est-ce que tu choisis l'immobilier à l'instar de tous les business qu'il y a en France, là où tu résides maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce Ouais. qui te pousse à vouloir te lancer nécessairement dans l'immobilier, en fait? Alors, ce qui me pousse à me lancer dans l'immobilier, c'est parce que là où tu es assis, là, tu es dans une maison. Yeah. Là où je suis assis, je suis dans une maison. Mhm. Quand on se lève le matin, naturellement, normalement, on est quand même à la maison. Mhm. Voilà. Donc, en fait, en gros, si tu veux, ça fait partie quand même des besoins d'un homme, d'une personne bien Mhm. constituée qui veut bâtir un patrimoine. Et je pense qu'à un certain moment, lorsque on grandit, arrivé à un certain âge, on se dit, OK, bon, là, quand même, il faut quand même que je bâtisse un patrimoine pour moi déjà, pour ma famille, pour mes enfants, etc., que j'ai un toit, tout ça. Mhm. Et on se dit aussi que de l'autre côté, le fait de payer un loyer tout le temps, l'argent en fait part dans l'eau, alors que quand tu deviens propriétaire de ton propre appartement, tu payes un crédit et finalement, à la fin du remboursement du crédit, la Ouais. maison t'appartient. Mhm. Après, j'ai quand même la chance d'être dans un pays où, en fait, en gros, finalement, l'accès au crédit n'est pas super compliqué. À partir du moment où tu as un contrat, tu travailles, tu as un CDI, un contrat de durée indéterminée, Mhm. en fonction de tes revenus, tu peux aller voir la banque, demander à la banque combien elle est prête à te payer. Mhm. Et en fonction de ça, ben, tu vas chercher un appartement qui est à la hauteur de tes moyens. Et Ouais. c'est comme ça que tu te lances dans l'immobilier. Donc, en fait, en gros, si tu veux, moi, je me suis lancé dans l'immobilier déjà de base pour ça, pour sécuriser mon avenir, pour avoir une maison, etc. Mhm. Après, ce n'est pas forcément un domaine où tu te lèves au matin et puis tu vas investir dans l'immobilier. Il faut quand même te former. Euh, Comme j'ai discuté justement hier avec un ami, en fait, si tu veux, tu as deux trucs. Tu as le gars qui achète sa résidence principale, qui va voir la banque en fonction de son salaire. Il va voir la banque, il demande combien on peut me passer pour acheter ma résidence principale. Il achète sa résidence principale, ça c'est le basique. Ensuite, il y a celui qui va acheter sa résidence principale ou celui qui va faire dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire acheter un logement pour Mhm. mettre en location, etc. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Donc, en fait, en gros, si tu veux, je me suis vraiment intéressé à ce sujet-là parce que déjà, de base, c'est un besoin fondamental qu'on devrait tout savoir, avoir son chez-soi. Et après, petit à petit, j'ai creusé les choses. Je suis passé investisseur et puis j'ai continué, quoi. Mais bon, on est là pour en parler. Donc,
Je pense qu'on va creuser encore la chose, quoi. Tout à Voilà. fait. Donc, c'était vraiment un besoin de sécurité, avoir mon chez moi, de Ouais. base. C'est pour ça que je me suis intéressé à l'immobilier de base. Bien. Voilà. Mais maintenant, c'est-à-dire, quand toi, tu te lances dans l'immobilier, tu es dans quel domaine exactement? Locatif, achat, revente? Qu'est-ce que tu fais également? Parce que, comme on peut bien le savoir, l'immobilier, c'est quand même un domaine vaste. Tu es dans quoi exactement? Alors, aujourd'hui, je suis dans plusieurs choses dans l'immobilier, mais je vais quand même t'expliquer comment j'ai commencé dans l'immobilier, pourquoi OK. j'ai fait ces opérations et où je suis en train d'aller, etc. OK. En fait, à la base, moi, quand je commence dans l'immobilier, je ne commence pas en tant que personne qui va acheter une résidence principale. Je Mhm. commence directement en tant qu'investisseur immobilier. Je t'explique pourquoi et comment j'ai fait. Mhm. Il y a un principe, en fait, en France, alors je pense que c'est aussi un principe partout. Lorsque tu t'endettes pour acheter ta résidence principale, Mhm. d'accord, une fois que tu as acheté ta résidence principale, ta capacité d'endettement est Limité. atteinte, est Mhm. limitée. Ça veut Ouais. dire qu'une fois que tu as déjà fait ton premier crédit, tu as acheté ta résidence principale, Mhm. ben, tu rembourses ce crédit et c'est compliqué encore d'aller prendre un autre crédit puisque Ouais. tu es déjà endetté. Mhm. Mhm. Alors, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord acquis un bien immobilier dans le but de le mettre en location, Mhm. histoire de générer des loyers qui vont couvrir la mensualité du crédit Mhm. et avec un excédent de loyer. Cet excédent de loyer-là se rajoute à mon salaire de base. Donc, ça me donne une capacité d'emprunt encore plus, d'emprunter encore plus. Ça veut dire que quand tu es dans cette logique d'investissement où tes locataires remboursent ce crédit et que par derrière, tu as un surplus qu'on appelle le cash flow, Mhm. ce cash flow-là vient encore s'ajouter à ton salaire de base. Ça veut dire que tu peux être locataire, toi, de ta maison, de Mhm. ton logement, tu investis, tu mets un locataire dans ta maison, le locataire rembourse le crédit et il y a de l'argent en plus. Donc, en gros, c'est comme si tu n'étais même pas endetté puisque c'est lui qui rembourse Qui pour toi. rembourse la dette. Ouais. Donc, ce surplus-là, Mhm. ça vient se rajouter à ton salaire de base. Donc, tu peux repartir voir la banque pour dire à la banque, écoutez, moi, j'ai mis en place ce projet. Alors, ce n'est pas la même année, hein, il faut quand même qu'il y ait une traçabilité des loyers déjà encaissés, des Ouais. remboursements de crédit et tout. Donc, je repars voir la banque pour dire à la banque, écoutez, j'aimerais refaire la même chose où je vais maintenant acheter ma résidence principale et là, moi-même, je vais rembourser le crédit de ma résidence principale et de toute façon, dans tous les cas, vu que j'ai un surplus, ben, ça va compenser les manques que j'aurai ou pas du tout. Ça me permet aussi d'avoir peut-être ce surplus-là pour le mettre aussi dans un compte épargne de la banque encore. Donc, tout le monde est gagnant Ouais. finalement. Donc, Ouais. en fait, c'est une stratégie que moi, que j'ai adoptée. Et Mhm. pour faire ça, là, je suis en train de te simplifier les choses, mais pour Mhm. faire ça, je me suis quand même formé auprès des investisseurs qui sont déjà qualifiés, etc., notamment ici à Bordeaux. Ouais. J'ai acheté une formation. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas, voilà, il faut vraiment se former et j'insiste vraiment sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, si tu veux, l'option que tu vas choisir pour acheter de l'immobilier, si tu choisis la mauvaise option, la fiscalité à terme peut être contraignant et tu peux aller sur un projet qui est à la base intéressant, Mhm. mais qui devient compliqué parce que tu as trop d'impôts sur ce projet. Mais si tu choisis aussi la bonne option, Mhm. tu peux faire en sorte que le projet à la base qui n'est pas super top peut devenir top et avoir une fiscalité qui est avantageuse. Tu Ouais. vois, je ne sais pas si c'est technique Ouais. ou je ne Ouais. sais pas si tu me comprends, je ne sais pas si les personnes qui te suivent vont Mhm. comprendre, etc. Tu Ouais. vois, mais je peux simplifier les choses au maximum. En fait, en gros, si tu veux, Mhm. lorsque tu investis dans l'immobilier, soit tu investis en société, Mhm. soit tu investis en nom propre. Ouais. Si tu investis en société, tu as une Mhm. fiscalité qui va être un peu plus allégée. Si tu investis en nom propre, les revenus que tu vas toucher en plus de tes loyers vont venir se rajouter à tes revenus de base. Mhm. Ensuite, tu seras imposé d'une certaine manière. Ouais. Tu vois? Mais c'est très technique, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un peu écarté, mais voilà, à la base, j'ai investi dans Tout à fait. l'immobilier À la par fin rapport à de ça. la journée, on est resté Voilà. thématique. Mais alors, c'est-à-dire,
quand tu te, Dis-moi. quand tu te lances comme ça, c'est-à-dire, Oui. est-ce que tu rencontres des difficultés en particulier qui font en sorte que peut-être tu commences à regretter un peu ou bien tu vas de réussite en réussite? Comment ça se passe dans le... Dans le domaine. Uh-huh. Bon, déjà, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre la notion du sacrifice, Ouais. la notion du... C'était quoi déjà la dernière fois on parlait de ça? Tu m'avais dit même le terme. La résilience. De, de la résilience. Mhm. Parce que là, ça semble peut-être facile. Quand je parle de ça comme ça, je dis, Bien bon, sûr. j'ai investi dans l'immobilier, machin, tout le monde peut le faire, tac, tac, tac. Ouais. Écoutez, je travaille, j'ai un CDI, Mhm. d'accord? Pour avoir un apport considérable, puisque quand tu vas voir la banque, il faut bien montrer à la banque, parce que si tu veux, il y a un adage qui dit que montre-moi comment tu fais les petites choses, je te montrerai comment tu fais les grandes choses. Ça, Ouais. c'est important. Ouais. À la banque, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es une personne qui est tout le temps à découvert, quand son salaire arrive, il dépense tout. Ce n'est pas qu'on va te donner 150 000 ou 200 000 euros que tu vas pouvoir gérer. Mhm. Donc, la première chose que tu dois d'abord faire, c'est mettre de l'argent de côté. Quand ton salaire arrive, tu payes toutes tes dépenses incompréhensibles, c'est-à-dire ton loyer, si tu as une voiture, ton carburant, en tout cas tes besoins que Mhm. tu dois payer obligatoirement, l'électricité, l'eau, etc. Ouais. Et tu mets quand même de côté. C'est important. À l'époque, parce que je tiens à préciser ça, c'est pas, les gens ils pensent que c'est facile. À l'époque, je faisais deux boulots. C'est-à-dire que je travaillais et quand je finissais le boulot, j'allais faire les choses qu'on appelle Uber, Mhm. les livraisons de repas à domicile à vélo. Je Ouais. faisais ça, d'accord. Je voyais les gens ici, des fois, qui se moquaient un peu. Tu connais la communauté, des fois. Ah, là, c'est pas qu'ils ont, il va faire les livraisons, des repas, etc. Mais moi, j'étais dans mon projet. J'étais déjà dans mon cogito. Mhm. C'est-à-dire que moi, quand j'allais faire mes livraisons, l'argent que je gagnais en plus, là, je mettais ça de côté. Je mettais ça de côté. Je mettais ça de côté pour me constituer un apport considérable. Donc, je mettais ça de côté, je mettais ça de côté pendant au moins 2 ans. Tu comprends? Mhm. Pendant au moins, non, mais qu'est-ce que je raconte? Pendant 1 an et demi, je mettais l'argent de côté, je mettais l'argent de côté, je mettais l'argent de côté. Puisqu'en fait, en gros, j'avais déjà fait la formation Ouais. et je savais exactement quelles étaient les étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est de se dire, je mets de l'argent de côté de telle sorte parce que quand je vais voir la banque, Mhm. j'ai déjà un apport assez considérable que je mets dans le projet ou pas du tout. Mais ça permet également à la banque de savoir qui je suis en tant que client. Parce que la banque te connaît pas spécialement personnellement, mais c'est qui tu es en regardant juste tes dépenses. Ouais. C'est-à-dire que si elle voit que le mec, il est tout le temps à découvert, le mec, il est tout le temps en train de jouer des jeux, machin, il est tout le temps sur les sites porno, patati patata, Ouais. ils savent, Ah. ils Ouais. savent, puisqu'ils ont déjà ton passif. Yeah. Donc, moi, j'ai tout fait pendant tout ce temps-là pour mettre de côté et pour ne pas être à découvert. C'est-à-dire que même si je voulais aller boire un verre avec des potes, je retirais en liquide et j'allais chiller. De Ouais. telle sorte à ce que mes comptes soient toujours clean. C'est-à-dire que quand le salaire arrive, la banque voit que j'ai dépensé tous mes trucs et j'ai mis de côté. Boum, j'ai Ouais. mis de côté. À côté de ça, j'avais encore un autre salaire qui tombait. En plus, le truc de Uber là, on te paye tous les lundis. Wow. Donc, tous les lundis, j'avais un virement Uber qui tombait, un virement qui tombait. Uber, 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 Uber. À la fin du mois, mon salaire arrivait, boum. Tous les lundis, Uber, Uber, Uber. À la fin du mois, boum, mon salaire arrivait. Donc, ce qui fait que quand tu vas à la banque, mon gars, ils savent que tu es un combattant, ils savent que tu as de l'argent de côté Mhm. et que tu ne viens pas juste, voilà, tu Yeah. vois, Mhm. tu vois. Et ça, c'est important de le préciser. Parce que là, je suis en train de dire, oui, j'ai investi dans l'immobilier, après j'ai fait ci, après j'ai fait ça. On pense que c'est facile. Non, Ouais. il faut d'abord travailler son mental, il faut mettre de côté, il faut se sacrifier, il faut arrêter de passer les soirées à parler d'Ali Bongo, à refaire le monde ou quoi que ce soit. Restez concentré. Ouais. Ouais. Et ça, c'est important. Ça, c'est un message que je veux aussi transmettre aux gens là dans ton live, là, dans l'interview que nous sommes en train de faire. Moi, je ne suis pas venu dans l'interview juste pour parler comme tout le monde. Moi, je suis venu pour casser les codes, mon frère. Ouais. Et il faut
que les frangins arrêtent d'être dans les bêtises. Restez concentrés. Restez concentrés. Ouais, Restez concentrés. Mettez de l'argent de côté, investissez. La différence entre ceux-là et nous, c'est juste qu'à un moment donné, ils sont concentrés et nous, on est en train de tout le temps de danser. c'est ça. Voilà, frérot. Donc, c'est un peu ça. Donc, vas-y. Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que Tu vois, c'est-à-dire que on peut, tu sais, on le peut, frère. problème que nous, on ne comprend pas, malheureusement, dans notre communauté, c'est que si on passe le temps à illustrer tout ce qui ne va pas, tu vois un peu, Oui, on peut écrire un livre et on aura raison. Le livre sera intéressant. Tout le monde va lire le livre. Mais alors qu'en vérité, si on se focalisait sur ce qui ne va pas et se dire que bon, à un moment donné, ça ne va pas, certes, mais qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau pour faire en sorte que ça aille? C'est comme bien ça sûr. qu'on va trouver les solutions comme tu es en train de donner là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va parler de la même chose tout le temps. Il y a un temps pour tout. Même les scènes écritures disent ça, man. Il y a un temps pour tout, man. Mais malheureusement, Hmm. on a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu notre tasse de café. Et ce qui fait que du coup, quand on parle de diaspora aujourd'hui, on est étiqueté avec ça, en fait. Tu vois? Bien sûr. Après, il y a aussi un truc aussi qu'il faut aussi repréciser, c'est Mhm, que moi, j'aime parler de ce que je vis, ce que je sais et ce qui est palpable, que j'ai vécu, que je peux transmettre. Tu captes ou pas? ouais. Il faut aussi qu'on se dise un truc, c'est que des fois, quand tu es tellement concentré dans ton truc, frère, tu peux aussi avoir tendance à te dire, tu es un peu seul dans ton coin. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Mhm, Pourquoi? Quand je te parle de sacrifice, c'est comme je te disais, c'est de travailler 2 fois plus, faire entrer de l'argent 2 fois plus. ouais. Et les sacrifices que tu peux faire, c'est de te dire que tu ne vois plus tes potes pendant plusieurs mois Oui, bien sûr. parce que tu es en train de travailler. Ouais, Mais il y a certains potes qui vont penser que tu es en train de faire le beau parce qu'en fait, en gros, tu ne viens plus quand ils t'appellent dans les trucs et tout, machin. ouais. Même si tu leur expliques que les gars, moi, je suis focus sur un mouvement, ils Mhm, peuvent ne pas comprendre. Et ça, il faut être à l'aise avec ça. c'est Parce ça. qu'il y a des gens, des fois, qui détournent leurs objectifs pour faire plaisir à d'autres et elles s'oublient. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si le samedi, tu dois travailler sur ton projet et que tes frangins t'appellent pour te dire, oh ouais, man, il y a un chi, il y a les gars, machin, tout ça, tu vas dire non une fois, la deuxième fois, tu vas dire, bon, faut pas suivre. Ben, la semaine dernière, j'ai pas pu aller voir les frangins, mais là, je vais quand même aller. Sauf que Mhm, quand tu pars là, tu rentres, tu es fatigué, tu es bourré, finalement, tu n'as pas travaillé sur ton projet. yeah, Et c'est comme ça que tu accumules du retard. Et des fois, ton projet, tu le mets de côté parce que voilà. Mais tes frangins ne seront pas avec toi juste dans ta tombe, hein. yeah, yeah. Ça, il faut te dire ça. Ouais, ouais. Quand tu as un objectif, tu restes concentré. C'est pour ça que j'ai dit depuis le début, restons concentrés. Et quand je parle de restons concentrés, c'est aussi tout ça. Il faut être prêt à dire aux frangins, les gars, que vous soyez d'accord ou pas du tout, moi, je suis d'abord en train de tracer dans ma life, il faut que je m'accomplisse en tant qu'homme. Surtout qu'on a des enfants, surtout qu'on a madame, surtout qu'on a des projets à réaliser, ça nécessite du sacrifice. Et le Ouais, sacrifice, ça passe par tout ça, par le fait de ne même plus voir les frangins. S'ils veulent te voir, c'est toi. S'ils ne veulent plus te voir, c'est pas grave, tu es focus sur ton objectif. c'est ça. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu restes concentré. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est important de mettre ça en Ouais. exergue. Donc, Maintenant, voilà, c'est un peu ça. Ouais, dis-moi. maintenant, après, quand tu te lances dans l'immobilier comme ça et que tu commences clairement enfin, tu commences quand même à gagner des sous parce qu'à un moment donné, tu commences quand même à réaliser quand même de bons revenus. Mais Bien après, sûr. donné, ce qui se passe avec toi, c'est que tu décides d'écrire. Pourquoi c'est important pour toi d'écrire? Pourquoi tu as décidé d'écrire en fait? Parce que ton bouquin est sorti l'année passée, là où tu parles beaucoup un peu de ton parcours, mais pourquoi il y a un besoin de transmission pour toi? J'ai un besoin de transmission parce que euh, autant que nous sommes, on est voué à partir à un moment donné. Mhm, Mais qu'est-ce que tu auras laissé à tes frangins? Qu'est-ce que tu auras laissé à tes enfants même, etc. Bon, là, on ne parle pas des frangins. On ne parle pas des frangins. mhm, Moi, quand j'écris à la base, c'est déjà pour mes enfants. mhm, De base, pour leur dire, écoutez, papa vient de là, il a fait ci, voilà ce qu'il a traversé, voilà ce qu'il a fait pour avoir ça. mhm, Tu vois un petit peu? Et je me dis que mon parcours, c'est quand même un parcours qui n'est pas anodin. mhm, Et
c'est un parcours semé d'embûches, etc. Patati patata. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puis je ne vais pas Ouais. spoiler mon propre livre. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à l'acheter. Mhm. Mais c'est quand même un parcours. Là, tout à l'heure, je te dis que j'ai vécu ça, ça. J'étais à l'étranger, je suis rentré au Gabon, j'ai eu le bac, patati, après, je suis venu. Là, c'est un peu trop simple de Mhm. parler de ça. Ouais, ouais, Mais ce n'était pas simple. J'ai vécu des moments de difficulté, ouais. même au niveau du Gabon, après mon bac, des fausses promesses, des gens qui veulent te mettre le MCD. J'ai vécu tout ça. Ouais. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis là où je suis. Et en fait, en gros, si tu veux, ce message aussi, c'est un message aussi d'espoir aux gars qui veulent passer à l'action et qui n'ont pas forcément ce mindset-là nécessaire. C'est comme je te disais, il y a des jeunes, des fois, qui ont des ambitions, mais comme ils sont dans un milieu où le milieu dans lequel ils gravitent, Ouais. les gens ne les poussent même pas. Les gens ne les poussent même pas. Et il y a certains qui abandonnent. Mhm. Et moi, je n'ai jamais suivi ce truc d'abandonner là. J'ai toujours fait tout pour réaliser mes projets avec ou sans l'accord des gens. Ouais. Parce que ça, c'est d'abord ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Donc, quand j'écris un livre comme ça aussi, c'est pour donner la force aux gens, pour leur dire déjà que en passant, en passant à l'action, vous pouvez atteindre certains objectifs. En étant rêveur, vous pouvez passer à l'action et atteindre vos objectifs que vous avez rêvés, etc. Mhm. Voilà, donc le but aussi de ce livre-là, c'était pour transmettre ce message-là aux jeunes et aux moins jeunes, en tout cas à tout le monde. Que les gars, que les gars, moi je suis un gars d'Ozangué, hein. À la base, comme tu dis, moi je suis un gars d'Ozangué. Hein. Mais aujourd'hui, là, on est dans un mood où je suis là en France, j'ai fait mes investissements et j'arrive à être dans des milieux où, en fait, même quand les gars me regardent, ils se disent, mais attends, le gars là, il vient d'où? Mais comment j'ai pu atteindre ce genre de milieu dans l'immobilier, faire de la colocation immobilière, faire du Airbnb, etc. Je suis dans des Mhm. soirées où je suis, alors je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je suis obligé d'aller dans ce genre de soirée parce que je suis en train de développer mon réseau. Parce qu'en fait, finalement, tu ne représentes que les 5 personnes que tu côtoies quotidiennement. Ça veut dire que quand tu es dans le business, forcément, tu vas dans des soirées apéro avec des businessmen, etc. aussi pour échanger, patati patata, pour aussi alimenter ton réseau. Donc, je vais faire des soirées, je suis avec des notaires, je suis avec des banquiers, je suis avec des investisseurs, etc. On discute et tout machin. Et des fois, je suis là, je me dis, mais oh, je suis dans ce milieu, c'est vrai. Mais quand je regarde mon parcours aussi, d'où je viens, aux Anguais, le Fala, je Yeah. me dis que c'est possible. Ouais. Tu vois, je me dis que c'est possible, que tu peux partir de rien et arriver quelque part. Je ne suis pas dit que je n'ai pas dit que je suis arrivé forcément quelque part parce que je suis toujours dans mon parcours, comme d'ailleurs tout le monde, hein, autant que Oui. nous sommes chacun dans son parcours. Mais moi, dans mon parcours, je suis quand même arrivé à un certain niveau où je me dis que, ah, en fait, en gros, la formule, c'est juste de passer à l'action, ne pas écouter les gens. Quand tu as un rêve, de faire tout pour l'accomplir. Quand tu as une vision, quand Dieu t'a donné une vision, c'est qui sait que tu as la capacité de l'accomplir. Et donc, du coup, je suis resté dans ce truc-là jusqu'aujourd'hui. Et donc, quand j'écris un livre, c'est pour aussi donner la force aux gens. Les Ouais. gars, c'est possible. Passez à l'action et tout va bien se passer. Voilà, c'est un message d'espoir, mon livre, déjà de base. Alors, Et il y a même, il y a et là, je m'arrête par là, il y a un autre gars qui m'avait interviewé et qui m'avait demandé, oui, mais ton livre, tu l'as écrit, tu l'as fait comme une autobiographie. mhm. L'autobiographie, normalement, c'est quand tu as un certain âge. Et je dis, mais mon gars, là, je suis en train de discuter avec toi, là. Oh, je peux sortir de là, une voiture qui me tamponne, c'est fini. Qu'est-ce que j'aurais laissé? Wow. Je me suis senti capable là de le faire, je le fais. Peut-être que je vais faire une autobiographie 2 quand je serai plus grand. Mais Ouais. là, aujourd'hui, là, j'ai eu la capacité et la volonté de le faire, je le fais maintenant. On avance, frérot. C'est Donc, ça. c'est un peu ça. Voilà pourquoi j'ai écrit mon livre. C'est ça. OK. Excellent, excellent, excellent. Alors, Hmm. maintenant, ton expérience dans l'immobilier que tu as acquise Ouais, en France, oui, à un moment donné, tu penses qu'à un moment donné, tu veux le répliquer au niveau du Gabon, si je te suis. ouais, bien Pourquoi? sûr. Pourquoi c'est nécessaire pour toi de vouloir le faire? Ben, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, je suis une logique hein, qui veut que lorsque, à un moment donné, tu as acquis une certaine expérience Mhm, dans un domaine, mhm, ailleurs,
il est tout à fait naturel de te dire que dans ton pays d'origine, j'aimerais bien faire la même chose. Et par derrière, il y a aussi un côté social qui dit que, alors, on est tout le temps en train de dire, ouais, l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas X. Mais nous, fondamentalement, dans Mhm. notre petit niveau, qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Quelle est la pierre qu'on apporte à l'édifice du développement de nos pays? Ouais. Qu'est-ce que nous faisons dans nos familles? D'abord, qu'est-ce que nous faisons dans nos quartiers? Qu'est-ce que nous faisons dans nos départements? Qu'est-ce que nous faisons dans nos provinces? Parce que ce n'est pas l'État qui va venir tout faire. Il faut que nous-mêmes aussi, en tant que personnes, Ouais. nous fassions les choses. Et donc, en tout cas, moi, j'ai toujours été dans cette dynamique-là. Donc, fort de cette expérience, je me suis dit, écoute, je vais essayer d'aller au Gabon. Alors, bien évidemment, ce n'est pas les mêmes réalités. Comme je t'ai dit, la Ouais. chance que nous, on a ici en Europe, c'est d'avoir accès au crédit facilement. Enfin, quand je dis facilement, c'est relatif à tout. Je Mhm. t'ai bien expliqué que voilà, qu'un CDI, tu peux accéder au crédit. Au Gabon, ce n'est pas forcément la même chose. Mhm. Donc, je vais aller au Gabon, bien évidemment, pour voir comment ça se passe et aussi développer le business là-bas. Et d'ailleurs, là, ça tombe bien qu'on en parle. J'ai monté une conciergerie immobilière. Mhm. J'ai monté une conciergerie immobilière ici et les activités vont se dérouler entre le Gabon et la France. Mais en fait, dit comme ça paraît simple. Non. Par derrière, il y a une réalité économique. Je m'explique. C'est-à-dire que je donne la possibilité et je vais tout faire pour que derrière cette conciergerie, Mhm. il y ait du tourisme. C'est-à-dire donner la capacité aussi aux Européens ou aux Gabonais de venir en France pour faire du tourisme. Et également, comment dire, partager la destination Gabon aux Européens pour que eux aussi, ils viennent au Gabon découvrir le Gabon avec toutes les richesses qu'on a au Gabon, culturelles, etc., par l'entremise de la conciergerie avec un service complet, arrivée, prise à l'aéroport, Excellent. mis dans les logements, et puis par derrière, guidée touristique avec les convives, etc. Première chose, ça fait découvrir déjà le Gabon à ceux qui connaissent le Gabon. Ouais. Deuxième chose, ça donne ici à la possibilité au commerce avoisinant du logement de bénéficier également de ce tourisme-là. Puisque eux, quand ils sortiront de chez eux, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller consommer. Et s'il y a des restaurants juste sur le côté, ben, c'est là qu'ils vont consommer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, finalement, le gars qui a son restaurant à côté du logement, ben, ça lui fait aussi rentrer de l'argent. La dame de ménage ou l'homme de ménage qui va venir travailler avec nous dans notre société, ben, ça lui fait rentrer aussi un salaire. Donc, pas derrière, non seulement j'ai la conciergerie, mais ça apporte aussi du boulot à ceux qui sont sur place. Ça leur donne également une expertise. Ça leur donne la possibilité d'avoir une expérience aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas de boulot, c'est compliqué, etc. Patati patata. Mais Mhm. moi, déjà, je ne suis pas dans le game de CV, etc. Tu as deux bras, tu as deux pieds, tu as une bouche, tu sais parler correctement, tu sais t'exprimer, tu sais te présenter, tu sais faire les choses correctement quand on te donne une tâche, tu viens, tu travailles avec moi. Ouais. Donc, en fait, en gros, c'est ça aussi. C'est le fait d'apporter aussi une activité qui va générer également du travail. C'est ma pierre que j'apporte à l'édifice. Tout à fait. Voilà pourquoi j'ai créé cette conciergerie. Voilà. Et c'est pour ça également que je me lance dans l'immobilier au niveau du Gabon. Ça, c'est la première chose. Mhm. La deuxième chose aussi, c'est que tu connais qu'aujourd'hui, il y a une transition qui est en train de se faire. Bon, la transition, l'époque de la transition est déjà finie, mais Libreville est en pleine Non, il y a toujours une reconstruction ou en construction. là où Donc, les idées changent, l'économie change, tout à fait. l'économie est en plein développement aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui sont en train de se développer au Gabon. Mhm. Moi, je suis un visionnaire, frérot. Moi, je suis un entrepreneur. Donc là, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, le Mhm. gars qui veut rester dans la diaspora, il sera largué. Il sera largué. Le Gabon est en plein chantier. Donc, comme je dis toujours aux gens, soit vous restez dans la diaspora, vous continuez
à vivre en mode speed, parce qu'on connaît comment ça se passe. Moi, je Bien suis de la sûr. diaspora, je sais. C'est Bien pas une vie, finalement, à un certain moment. Tu sûr. pars, tu rentres, là, tu es dans le speed. Soit tu décides à un moment donné, avec tes compétences, avec ta vision, de rentrer au Gabon pour développer aussi et prendre ta part du gâteau parce que ça reste quand même notre pays. D'accord? Et dire comme ça, c'est peut-être simplifier les choses, mais apporter également des solutions à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et Ouais. également être dans, dans le train de ce développement-là. Ouais. Tu vois? Donc, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que gars, nous tous, on rentre au pays Ouais. pour faire tout ça aussi. Mais alors, Kizo, mais c'est-à-dire que ton intention est très noble, tu vois un peu, de dire que peu importe ce que tu es en train d'apprendre à Paname, tu veux aller le partager au pays. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la diaspora est confrontée à un problème. C'est-à-dire que les gens vont te dire, par exemple, que oui, mais le terrain, la réalité du terrain n'est pas facile. C'est-à-dire que, par exemple, comme on parlait la dernière fois en back-up, on parlait du fait que, par exemple, les artisans, ils ne font pas le bon boulot, c'est-à-dire les gens, ils viennent au travail à 9h, 10h, au pays, il n'y a, a pas le courant, il n'y a pas l'électricité, il y a pas l'eau, c'est-à-dire que toi, en tant que quelqu'un qui a déjà commencé à aller au pays, bien évidemment, c'est-à-dire comment Mm. tu vis ça sur place, sur le terrain, c'est-à-dire parle-nous un peu de la réalité que toi tu vis sur le terrain aujourd'hui. Alors, tu sais, j'en avais discuté avec un ami. Mm -hmm. Et en fait, et je lui avais dit, enfin non, celui qui me l'avait dit, il m'avait dit, c'est quand même dommage en fait que un endroit où il y a des opportunités, les personnes qui sont sur place ne voient pas ces opportunités. Je dis, oh, mais comment ça, c'est un peu de m'expliquer. Il me dit un endroit où tu as les Chinois qui sont bien établis, tu as les Français qui sont bien établis, tu as les Américains qui sont bien établis, tu as les Russes qui sont en train de s'établir. Mm -hmm. Tous ces gars sont dans le business et ce sont des personnes qui ne vont dans un endroit que quand il y a de l'intérêt. Ouais. Tu comprends? Mm -hmm. S'ils se déplacent, aller au Gabon, s'installer, développer le business, c'est qu'il y a des choses à prendre. Mm -hmm. C'est nous qui ne voyons pas. Au-delà de tout ça, ok, il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'infrastructure, etc., etc., etc. Et ça, je le vis quand je vais au Gabon. Mais il faut savoir que tous les pays a ses opportunités, ses inconvénients, ses défaillances, etc., etc. Mais en tant qu'entrepreneur, comme je t'ai dit, Mm -hmm. les problèmes sont des pains bénis parce que nous allons trouver des solutions. Donc, soit on se met dans le game en se disant, on attend que les autres trouvent les solutions, soit on devient partie prenante pour trouver ces solutions. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Écoute, ici en Europe, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais la manière où je vois les gens dormir dehors dans le froid, etc., patati patata, je pense que chez moi, on ne voit pas ça. Ouais. Parce que c'est une autre culture. Nous, tu es dans la merde, c'est compliqué, tu viens quand même dormir à la maison, il y a quand même un petit poulet, même s'il n'y a qu'un poulet, on peut quand même se séparer le poulet, Ouais. se couper le poulet à deux, et puis voilà, tu vois un peu le truc. Mm -hmm. C'est ce que les gens ne voient pas. On voit toujours le côté développement. En plus, le développement, c'est très relatif. En plus, c'est moi, ça fait un moment que j'habite ici, que je suis en Europe. Mm -hmm. Mais je ne pense pas que certaines lois qui sont votées, machin, tout ça, patati patata, qui induisent un peu les gens dans un autre système, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu Mm -hmm. comprends un peu ce que je te dis, n'est pas forcément fondamental pour l'avenir de nos enfants ici, parce qu'il y a certains trucs qu'ils imposent même déjà aux enfants pour qu'ils grandissent dans ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle le développement, je ne crois pas. Mm -hmm. Au Gabon, il y a des réalités aussi qui font que, OK, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité, tout ça, mais on a quand même le soleil pendant toute l'année. C'est aussi un avantage. Et il faut tirer cet avantage-là. Tu sais, il n'y a qu'au Gabon où les gens se plaignent, hein. Mm Bon, -hmm. je ne dirais pas qu'il n'y a qu'au Gabon. Moi, je suis allé au Sénégal.
c'est une terre aride là-bas. Ouais, Tu comprends? c'est très sec le Sénégal. Ouais. Mais les Sénégalais travaillent, mon gars. Les mentalités sont différentes. Quand je discute avec les Sénégalais de même génération, c'est pas les mêmes conversations que j'ai avec les Gabonais parce que eux, ils sont en mode, ils charbonnent. Je suis allé dans des quartiers où tu vois le quartier est développé, il y a les pavés, tout. J'ai dit au gars, ah, mais vraiment, le gouvernement travaille. Il dit, non, quel gouvernement? Ce sont les jeunes de la diaspora, plus les jeunes qui sont sur place. On a fait une cagnotte dans le quartier, chacun met de l'argent, on développe nos structures ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ils sont dans d'autres choses. Mais oui, c'est réel ce que je suis en train de te dire. C'est réel. Wow. C'est un problème de mentalité juste. C'est juste un problème de mentalité. Arrêtons de dire que tout le temps le gouvernement et tout machin. Comme je t'ai dit la dernière fois, le développement d'un pays n'est que la matérialisation de la pensée des personnes qui habitent ce pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous ne cogitez pas, les choses ne vont pas avancer. Tu comprends? Mais Mhm. moi, je suis dans un mood où je ne suis plus en train de me dire, j'attends que les choses avancent. J'ai envie de faire partie de cet avancement-là. Si ça n'avance pas, pendant que moi, j'essaie de tirer les choses, c'est pas grave. D'autres personnes vont venir tirer la chose pour que ça continue à avancer. C'est ça. Aujourd'hui où je suis là, je peux me permettre de me dire, tranquille. Je peux me dire, tranquille. Je suis dans ma live, je fais mes trucs, je gère mes investissements, je suis tranquille, je ne me prends pas la tête. Qu'est-ce que je vais aller encore m'embêter au Gabon pour faire les choses, etc. Je pouvais être dans cette dynamique-là, mais je ne suis pas dans cette dynamique-là. Parce Mhm. que le Gabon, on est tous des Gabonais. Et nous tous, on a une partition à jouer dans ce développement-là. Même si les gens viennent en retard au boulot, etc., c'est pas grave. Il faut rentrer dans la danse et accomplir aussi, mettre sa pierre à l'édifice. Voilà pourquoi je veux développer les choses aussi à mon niveau. Ouais. Parce que, encore une fois, on parle de ça, mais les Gabonais qui sont sur place, il y a beaucoup qui font des choses aussi. Hein. Les Gabonais n'attendent pas forcément les gens de la diaspora. Hein. Faut pas Sûr. croire. Hein. Mhm. Faut pas croire. Hein. Il y a des gars au Gabon qui développent déjà leur structure, leur business, etc., qui vivent avec les réalités de pas d'électricité, pas de courant, leurs ordinateurs qui chauffent. À un moment donné, ils travaillent, le courant vient, ça s'arrête, ça peut même perturber ou niquer leur ordinateur, etc. Mais dans Ouais. ce contexte, ils sont là, ils travaillent, ils charbonnent. Ouais. Ils charbonnent même 2 fois plus que nous. Ouais. Il y a beaucoup là qui ne nous attendent pas. Hein. Ils ont déjà avancé. Hein. Bien sûr, Ils bien ont sûr. déjà avancé. Hein. Et moi, quand je vais au Gabon, moi, j'ai des amis d'enfance. Ils n'ont rien envié à ceux qui sont à l'étranger. Ah, Ils n'ont rien envié. Ils sont tranquilles. Ils font leur business. En plus, tu sais comment ça se passe. Tu as ton salaire. Si tu t'organises bien, tu mets de côté. Hop, à côté de ça, tu achètes un taxi qui tourne, qui fait rentrer de l'argent. Tu as ton petit studio. Tu as tes petits trucs à gauche, à droite qui font rentrer de l'argent. Tu es bien. Hein. Tu es bien. Donc, c'est un peu ça. Il faut rentrer dans la danse. En tout cas, moi, c'est mon objectif. ok, très bien, très bien. Alors, Mm. là, on est en train de comme ça finir comme ça notre émission. C'est-à-dire que, alors, la question que Ouais. j'ai quand même envie de te poser, c'est celle de savoir. Alors, aujourd'hui, ça veut donc dire que Kizo, dans le long terme, peut-être est en train de préparer son retour au pays avec la famille ou quoi? Dans le long terme, tu sais, les enfants, ils sont gabonais, ils sont français aussi, ils ont la double culture, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été un sujet ignoré, que ce soit par mes parents, par mes amis, par moi-même, par mes enfants, etc. Patati patata. Moi, j'estime, et à juste titre, qu'ils sont gabonais, français, français, gabonais. Donc, en fait, la question que tu me poses, c'est carrément la suite logique des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes enfants, à un moment donné, il faut qu'ils découvrent le Gabon, qu'ils fassent des trucs au Gabon, qu'ils, comme tu dis, on a mis en place la société de conciergerie. Finalement, c'est une société familiale. Donc, il faut à un moment donné qu'eux aussi s'intègrent la société, qu'ils soient en adéquation avec leur culture gabonaise, leur culture française, etc. C'est la richesse culturelle. Donc, oui, bien évidemment, ce sont des choses qui vont se faire. Qui vont se faire. Ok, d'accord. Alors, pourtant, c'est-à-dire que là, je finis comme ça avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu devais donner un message aux gens qui sont dans la diaspora, qui sont toujours en train de trouver des excuses pour ne pas euh, investir au pays. Par exemple, ils vont te raconter, par exemple, des histoires comme on parlait là, on parlait d'électricité, on parlait par exemple aussi d'accompagnement, que l'État n'accompagne pas la diaspora à rentrer,
et tout ce qui va avec. Il n'y a pas de structures d'accompagnement, il n'y a pas, comme on parlait là, les hôpitaux, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui sont dans la diaspora, qui sont toujours en train de trouver des excuses pour ne pas rentrer aujourd'hui? Quel est ton message pour eux? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas m'ériguer en tant que donneur de conseils ou quoi que ce soit. Pour la simple bonne raison que chacun de nous est normalement conscient de ce qu'il fait. Il y a un auteur, j'ai oublié son nom, en tout cas c'est un Africain, qui disait, en fait, à 50 ans, tu ne peux plus trouver les excuses. Ce que tu es à 50 ans, c'est le réel toi. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu peux te dire, oh, c'est la faute de tel, c'est la faute de X, c'est la faute de machin. Mais quand tu as 50 ans, tu ne peux plus dire c'est la faute de X. Tu es déjà un certain âge, quand même. Tu as le truc ou pas? Bon, comme je disais, je ne vais pas m'ériger en tant que donneur de leçons parce qu'il y a certains qui sont dans la diaspora, peut-être parce qu'ils sont partis du Gabon, ils sont venus ici dans la diaspora parce qu'ils ont des problèmes au niveau du Gabon, dans leur famille, etc. Ils veulent peut-être fuir une certaine condition, etc., etc. Mais je veux m'adresser à ceux qui travaillent, qui ont une bonne situation, qui sont ici, qui pensent qu'en fait, la vie ne s'arrête qu'à ça, c'est-à-dire que parce que, en fait, la réalité étant que ici, c'est quoi? Tu gagnes ton salaire, tu payes tes charges, tu économises un peu, les impôts, les imprévus, etc., viennent encore te mettre à terre et puis tu repars comme ça. Donc, tu es dans une roue, tu tournes seulement. Les années passent et tu trouves des excuses. Oh, je n'ai pas envie d'aller au Gabon. Oh, ma chère, toujours en train de trouver des excuses. Tu vois le truc ou pas? Si tu es à l'aise avec ça, et si quand tu rentres chez toi, tu te mires et tu sais très bien que ce n'est pas la chose à faire, je te conseille de faire la chose à faire que tu sais qui est dans ton cœur. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et la bonne chose à faire, c'est de se dire, tu es venu à un moment donné, tu as acquis de l'expérience dans ton domaine, etc. Peu importe, ne laisse pas cette expérience-là mourir avec toi. Va au Gabon développer les choses parce que le Gabon a besoin de tout ça. Le Gabon a besoin de nous tous. Et quand je parle du Gabon qui a besoin de nous tous, ce n'est pas juste les dirigeants ou quoi que ce soit. Je te parle aussi des ancêtres qui sont là-bas, qui disent que, ah, mon frère, tu es parti là-bas, ce n'est pas ta terre. Rentre maintenant aussi viens un peu aussi développer les choses. Tu vas se dire ou pas? Et en plus de ça, au-delà de ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte que l'Afrique, de manière générale, c'est une terre d'opportunités. Tout est à faire, tout est à construire. Et peut-être que, comme beaucoup ne sont pas entrepreneurs, ils n'ont pas forcément cette vision. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a des problèmes, ces problèmes-là sont des opportunités pour nous, entrepreneurs. Mon gars, il y a tout à faire, donc il y a de l'argent à faire, il y a des solutions à apporter, il y a des produits à vendre, il y a des services à développer, tout est à faire. Donc, soit tu es un consommateur, soit tu es un producteur, à toi de voir où tu te places. Mais nous, là, on est des entrepreneurs producteurs. Donc, on va aller au Gabon aussi jouer la partition, un petit peu comme ce que les Chinois font chez vous, chez nous, ce que les Français font chez nous. Vous vous plaignez d'être en Europe, des conditions dans lesquelles vous êtes. Ils vont encore chez nous prendre l'argent. Toi, tu es encore là. Tu es encore là. C'est ça. C'est ça. Mon frère, tu Yeah. rentres au pays. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Voilà. dernière question, là, on finit comme ça. Est-ce qu'il y a une Ouais. question que tu as aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Une question que j'aurais aimé que tu me poses, que tu ne m'as pas posée. Honnêtement, là, comme ça, je n'ai pas un truc qui me vient en tête. Je vais peut-être conclure cette interview-là OK. en disant jeune frère gabonais, que tu sois jeune, âgé, que tu aies un certain âge, que je ne sais pas. Si au fond de toi, tu as une vision, si Dieu a mis une vision en toi, c'est qu'il sait que tu as la capacité de la réaliser. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas facile. Il y aura des hauts, des bas,
Il y a des gens de ton entourage qui vont aussi changer leur visage à un moment donné. Tu voudras faire certaines choses, les portes seront fermées. Mais quand toutes ces choses arrivent, dis-toi bien que tu es sur la bonne voie. Parce que avant d'accomplir une grande chose, le diable fera toujours tout pour t'en empêcher. Et dis-toi bien que quand tu as des problèmes dans ta vie, dis-toi bien que c'est un bon signe. Ça veut dire que le diable voit qu'une bénédiction qui arrive. Donc, mon frère, ne lâche pas. Ma soeur, si tu as une vision, va jusqu'au bout et tu verras ça va aller. Voilà mon message de fin. Ok, d'accord. Kizo, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir nous partager ton parcours, d'avoir pris le temps comme ça de nous enseigner un peu sur ton parcours et surtout ton expérience en qualité d'entrepreneur. Vraiment, c'est fort apprécié. Vraiment, tout ce qu'on te souhaite, c'est simplement que tu réussisses dans ce que tu as déjà commencé et que Dieu te donne encore beaucoup de force et de santé d'aller encore davantage et de vraiment vivre ton plein potentiel. Merci beaucoup, Kizo. En tout cas, attends d'abord, comme ta vitrine aussi, c'est aussi quand même de la promotion. Laisse-moi faire un peu la promotion de mes Bien produits qui sont en ligne en ce moment. Ouais. Vous allez sur Amazon, vous tapez Kizo Yoko, le livre Destiné. Déjà, la petite parenthèse, quand j'ai sorti le livre, j'étais numéro 1 des ventes sur Amazon. Donc, Wow. ça veut dire que le livre tourne bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Le livre est disponible sur Amazon. Vous téléchargez le livre, vous le lisez, et mon parcours à l'intérieur. Il y a également la conciergerie, KF Conciergerie, qui va ouvrir ses portes le 27 de ce mois. Donc, je ferai une publication. Alors, je ne sais pas quand cette interview qu'on fait là va sortir, mais si en tout cas elle sort avant le 27, allez-y sur toutes les plateformes, notamment Facebook et Instagram pour commencer. Je vais publier une vidéo de présentation du concept global de la conciergerie KF Conciergerie. Après, vous pouvez me suivre sur Instagram, Kizo Yoko, YouTube, Kizo Yoko que je vais sortir bientôt, une chaîne Kizo Yoko, Facebook aussi, Kizo Yoko. Et puis voilà, je ne suis pas sur TikTok, les trucs là, je ne suis pas dedans. Peut-être que j'irai, mais donc Non, voilà. il faut C'est aller un sur peu TikTok. là-bas que vous pouvez Il me faut aller trouver. sur TikTok. Ah bon? Actuellement, TikTok, On me dit je ça, peux on me dit dire, ça. On me l'a dit. ouais, il faut aller sur TikTok. Alors, Ok, il faut m'envoyer les liens. Je vais attacher les liens là sous la barre de description de la vidéo. Donc, il faut ouais, m'envoyer le lien de ton livre, les liens pour ta conciergerie. Je vais mettre ça en ouais. barre de description comme ça là. Quand je vais publier, parce que je vais publier la vidéo la semaine prochaine. Donc, comme ça, quand D'accord, ok, je mets ça comme ça là directement, les gens vont aller et ils vont ok, pouvoir faire des dans ta ok, conciergerie et tu vas l'acheter le livre directement aussi. ok, ça Donc, marche, nickel, merci. ben écoute, on est ensemble, Kizo, bien des choses à toi et surtout, bonne chance pour la suite. C'était un plaisir, on est ensemble, frérot. Ça Ok, bouge cool. pas. Comment on arrête ça?